Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue microphone. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un document un peu particulier. Mhm. Ce sont des extraits d'un guide de vocabulaire, un guide de français, pour des apprenants de niveau A2. D'accord. Et le thème, c'est l'après-midi de travail ou d'études. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de réciter une liste de mots, Non, bien sûr. c'est plutôt de voir comment, avec des mots assez simples finalement, on peut construire un vrai récit, une histoire vivante. C'est un angle très intéressant parce que ça va au-delà de la simple mémorisation. On regarde la pédagogie derrière. C'est ça. Comment on aide quelqu'un à passer du français de touriste qui s'est commandé un café à quelqu'un qui peut vraiment raconter sa journée. Partager une expérience, oui. Et on va voir que les mots choisis ne sont pas anodins du tout. Ah non, jamais. Ça dessine une certaine vision de la vie, en fait. Exactement. Bon, alors, pour commencer, tout bon récit a besoin d'un décor. Il faut planter la scène. Voilà. Et le guide commence par ça, avec des mots comme après-midi, heure, bureau et salle de classe. Ça paraît tout bête, mais c'est déjà un choix, non, de commencer par le cadre? C'est un choix narratif, tout à fait. On installe le contexte spatio-temporel avant de faire entrer les personnages. Et même dans ces mots de base, il y a des petites subtilités. Ah oui, je pense au mot bureau, par exemple. J'allais le dire. Le guide distingue bien le meuble et l'espace de travail. Exactement. Et ce n'est pas juste un détail pour éviter un contresens. C'est un schéma très français, ça. Le contenant et le contenu, qui portent le même nom. C'est vrai, on retrouve ça partout. Et le guide ne s'arrête pas là. Il peuple ce décor avec des objets. Oui, table de travail, chaise, lumière. Et j'avoue que l'exemple qu'il donne, la chaise de la salle de réunion est inconfortable. Ah oui, c'est ça. Ça m'a fait sourire. Ça ancre tout de suite la langue dans une réalité que tout le monde connaît. On l'a tous vécu, cette chaise. C'est ça. Ça me rappelle des heures en amphi à la fac. Et c'est justement ça qui rend le vocabulaire vivant. En ajoutant un adjectif comme inconfortable, on ne fait plus que nommer les choses. On exprime une sensation. On exprime un ressenti, un point de vue. On passe de « il y a une chaise » à « voilà ce que je ressens à cause de cette chaise ». Et hop, la scène a une atmosphère. C'est vrai. Bon, notre scène est prête avec ces chaises un peu vengeresses. On peut passer à l'action? Mettons en scène notre personnage, oui. Imaginons une étudiante, Marie par exemple. Elle s'installe. Le guide nous donne les verbes principaux. Travailler, étudier et réviser. Les trois piliers. Et là, moi, la distinction entre étudier et réviser, je la trouve très intéressante. Pour un non-francophone, ça doit pas être si évident. C'est une excellente remarque. C'est une nuance très culturelle même. Oui, réviser, ça a toujours un côté un peu stressant, je trouve. Le bachotage juste avant l'examen. Totalement. C'est le mot pour ça. En France, la période des révisions, c'est un rite de passage, souvent associé au manque de sommeil, au café. C'est ça. Alors qu'étudier, c'est plus noble, c'est l'acquisition de connaissances sur le long terme. Le fait que ce guide pour A2 fasse déjà cette différence, ça montre à quel point c'est fondamental dans le quotidien français. On montre vraiment dans le ressenti culturel. Et au-delà de ces grands verbes, on a des actions plus précises. Oui, on affine. Notre Marie, elle ne fait pas que travailler. Elle va rédiger un rapport, ou analyser des données, ou résoudre un problème. Voilà, ça donne de la substance à son après-midi. On n'est plus dans le vague. Et ce qui est malin, c'est de lier ces verbes à des outils. Oui, pour rédiger, il faut un ordinateur, un stylo, un carnet de notes. Et là, il y a une petite phrase que j'ai trouvée géniale. Laquelle ? Prendre des notes dans un carnet est parfois plus clair que l'ordinateur, ça sonne presque comme un conseil de vie. Mais oui, un peu old school, mais tellement vrai. Et ça soulève une vraie question en fait. Est-ce qu'on pense pareil quand on tape ou quand on écrit à la main? Le guide ne répond pas, mais il sème la graine. C'est ça qui est bien. C'est plus intelligent qu'une simple liste. Tout à fait. Et à côté des outils physiques, on a les outils numériques, documents, fichiers, dossiers. Ah, la sainte trinité de l'organisation moderne. C'est un peu ça, oui. Et comprendre cette hiérarchie, ce n'est pas juste apprendre 3 mots, c'est comprendre comment l'information est structurée dans un milieu francophone. On apprend le système en même temps que la langue. C'est vrai. Mais notre Marie, elle n'est pas toujours seule. L'après-midi de travail, c'est aussi de l'interaction. Heureusement. Donc le guide introduit tout le vocabulaire du social. Collaborer, discuter, partager. Et là encore, ce sont les exemples qui sont parlants. Oui, l'exemple du café.
Partager son café avec un collègue est un geste amical. C'est parfait. On n'apprend pas juste le verbe partager. On décode une règle implicite de la culture du travail en France. La pause café comme institution. Exactement. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un rituel social. C'est là que les liens se créent, que l'info circule. Dans d'autres cultures, ce serait mal vu. Ici, c'est essentiel. C'est un vrai microcosme. Et cette collaboration, parfois, elle se formalise. Et on arrive à la réunion. Et le moment que tout le monde adore. Ou déteste. C'est ça. Le guide est assez neutre, il dit « rencontre collective ». Mais les exemples, eux, sont plus directs. Une réunion peut être longue ou stressante. On sent le vécu, là. La réunion, c'est un vrai théâtre social. Et pour ça, il faut des acteurs. Les acteurs, oui. Le collègue, le professeur, l'étudiante. Et le guide insiste bien sur le masculin et le féminin. Ce n'est pas juste de la grammaire. Non, c'est une façon de dire. Soyez précis. Regardez qui compose votre environnement. La langue, elle reflète la société. Tout à fait. La langue n'est jamais neutre. Bon, alors, récapitulons. On a notre personnage, Marie. Elle a son décor, ses outils. Elle agit, elle interagit. Mais, dans quel but? Oui. Quelle est la finalité de tout ça? C'est là qu'on aborde les enjeux. Et le guide propose une hiérarchie que je trouve intéressante. Tâches, projets, objectifs et missions. Oui, c'est très structuré, très management de projet. C'est ça. Une tâche, c'est petit, comme imprimer un document. Plusieurs tâches forment un projet. Le projet sert un objectif. C'est très propre sur le papier. C'est une grille de lecture, oui. Ça aide à structurer son discours. Mais soyons honnêtes, la réalité est souvent plus anarchique. Ah oui. Cette belle pyramide, elle est vite bousculée. Une petite tâche peut devenir un énorme problème qui bloque tout. Et vous mettez le doigt sur un point crucial. C'est justement là que le guide devient encore plus pertinent. Il ne s'arrête pas à cette vision idéale. Non, il introduit les obstacles. Il introduit les grains de sable dans l'engrenage, le problème à surmonter, et surtout, l'ennemi public numéro 1. La deadline. La deadline. Et c'est très malin de préciser que ce mot anglais est d'usage courant. Ah oui, c'est important. Ça montre que le français est une langue vivante, qui évolue. On apprend la langue telle qu'elle est parlée aujourd'hui, pas celle d'un manuel d'il y a 30 ans. C'est clair. Et c'est cette confrontation entre les objectifs et les problèmes, sous la pression de la deadline, qui va colorer l'après-midi. Exactement. Et c'est pour ça que le guide termine avec les adjectifs. Oui, pour qualifier l'expérience. L'après-midi peut être productif. Ou stressant. La tâche peut être facile. Ou difficile. Importante, urgente. Eh ben, la boucle est bouclée. On a commencé avec des noms pour un décor un peu froid et on finit avec des adjectifs pour exprimer une émotion, une expérience subjective. On est passé de la description objective au ressenti. C'est toute la puissance du langage. La phrase « les deadlines proches rendent l'après-midi stressant », un apprenant peut la construire avec ses outils et elle exprime une vérité quasi universelle. Au final, on se rend compte que ce guide, c'est bien plus qu'une liste de mots. C'est un vrai kit de narration. C'est exactement ça. Il donne toutes les briques pour construire une histoire. Un lieu, des personnages, une quête, des actions, des épreuves. Des émotions. C'est la structure d'un conte presque. C'est une super analogie, oui. Et la force, c'est de pouvoir combiner tous ces éléments. Reprenons notre Marie. À la fin de la journée, elle pourrait résumer son après-midi en une seule phrase. Voyons voir. Quelque chose comme « Cet après-midi, j'ai eu une réunion urgente pour discuter d'un problème difficile sur le projet. J'ai dû analyser un rapport avec mon collègue avant la deadline. » Ah, c'était assez stressant. Voilà. C'était assez stressant. Chaque mot-clé vient du guide, mais l'ensemble forme un récit qui est cohérent, nuancé et parfaitement authentique. C'est incroyable de voir comme tout s'emboîte. C'est limpide. Et ça prouve qu'avec un vocabulaire finalement assez limité, on peut déjà dire des choses très complexes. Tout à fait. Et ça m'amène à une dernière pensée pour la route. Je vous écoute. Tout ce qu'on vient d'analyser, ça tourne autour d'un mot « productif ». Le guide s'appelle « Productive Afternoons Oui, c'est vrai. ». Mais du coup, ça ouvre une question. Comment on raconterait l'autre histoire ? L'histoire de l'après-midi. Improductif. Exactement. Celui où on a procrastiné, où les idées ne venaient pas, où on a juste regardé par la fenêtre. Une expérience tout aussi universelle, finalement. Peut-être même plus. Quels seraient les mots-clés pour ça? Les verbes, les objets, les adjectifs. Flâner, rêvasser, douter. C'est une autre histoire, et peut-être un autre guide à écrire. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document un petit peu particulier. Oui, tout à fait. C'est un court récit intitulé
Léa et son après-midi en immersion parisienne. Alors c'est l'histoire d'une ado, Léa, 14 ans, qui vient de débarquer à Paris. Hmm, À première vue, on pourrait se dire « Bon, c'est une petite histoire pour des apprenants de français, rien de plus ». Mais on va essayer d'aller plus loin. bien sûr. Pour nous, ce texte, c'est une étude de cas vraiment géniale sur l'adaptation, la résolution de problèmes et même sur la nature de l'apprentissage. On va décortiquer comment un après-midi qui s'annonçait franchement assez stressant Un vrai cauchemar, oui. devient une expérience profondément formatrice. Et c'est ça qui est passionnant. En fait, l'histoire de Léa, c'est un peu un microcosme de ce qu'on vit tous quand on arrive dans un nouvel environnement. Un nouveau travail, une nouvelle ville. Exactement. On est tous passés par là. Et les petits détails, les petits tracas, comme un stylo compère ou un fichier qui plante sur l'ordi. Ah ça, le classique. Voilà. On a tendance à se dire que c'est anodin. Mais dans ce récit, on voit très bien que non. Au contraire, ce sont des catalyseurs. Ce sont eux qui déclenchent les vraies leçons sur la capacité à rebondir. Et surtout, sur l'importance de l'entraide. Oui, et ce fameux stylo, c'est justement par là que tout commence. La situation de départ de Léa est assez angoissante. Très. Elle a 14 ans. Elle est à Paris depuis 2 semaines à peine. Et son après-midi commence sous le signe du stress. Son stylo fétiche, il a disparu. Et le texte le précise bien, ce n'est pas n'importe quel stylo. Non, c'est un stylo à billes bleu avec un petit ours dessus. On pourrait se dire, bon, c'est juste un stylo, mais pour elle, c'est visiblement un drame. Parce que ce n'est pas juste un stylo, il faut se mettre à sa place. Dans un environnement qui est totalement nouveau, incertain. Déstabilisant. Cet objet, c'est son point de repère, son point d'ancrage. C'est un objet familier qui apporte du réconfort. C'est presque un doudou en fait. Oui, c'est une bonne image. Donc le perdre, ce n'est pas juste une contrariété matérielle. Ça symbolise la perte de contrôle qu'elle ressent dans sa nouvelle vie. C'est le petit grain de sable qui révèle une anxiété bien plus profonde. Un grain de sable qui est tout de suite suivi par un rocher. Un vrai défi académique. Elle a un projet sur la littérature parisienne à rendre pour vendredi. La deadline qui approche, voilà. Elle a choisi Victor Hugo, un sujet qu'elle trouve hyper complexe, et ses notes sont complètement confuses. C'est le moment où on se sent totalement dépassé. Et là, elle se dit cette phrase que tout le monde connaît. « Je dois me concentrer ». Cette fameuse phrase. Mais est-ce que ça suffit, honnêtement ? On se le dit tous, mais souvent le stress prend le dessus. Qu'est-ce qui fait que, pour elle, à ce moment-là, ça marche ? C'est une excellente question, parce que la phrase en elle-même n'a rien de magique. Ce qui est fondamental, c'est la décision qu'il y a derrière. C'est un point de bascule. D'accord. Le moment précis où elle passe d'une posture passive, où elle subit la situation, la nouvelle ville, le stylo, le projet. Elle est submergée à une posture active. En se disant ça, elle reprend les commandes. Elle ne dit pas « j'espère y arriver ». Non, elle se donne un ordre. C'est un micro-acte de volonté, mais c'est le premier pas qui change toute la dynamique. Elle décide d'agir au lieu de paniquer. Et ça paie quasi immédiatement. Juste après, il y a cette interaction avec sa professeure, Madame Dubois. Léa analyse un passage de Notre-Dame de Paris. Oui, et la prof lui lance un encouragement très simple. « Très bien Léa, ton analyse est précise, continue comme ça ». L'effet est dingue. Le texte dit qu'elle rougit, mais que son cœur s'emballe de fierté. C'est un moment crucial, minuscule, mais avec un effet de déflagration. Il faut bien comprendre où en est Léa à ce moment-là. Elle est en plein doute. Exactement. Elle se sent probablement comme une usurpatrice, la nouvelle, qui ne sait pas si elle est à la hauteur. Du coup, cette phrase de la prof, ce n'est pas juste un encouragement, c'est une validation. Une autorisation, presque. C'est ça. L'autorisation d'arrêter de douter et de commencer à croire qu'elle a sa place. Ça valide son travail, mais aussi sa présence même dans cette nouvelle école. C'est le carburant dont elle avait désespérément besoin. Donc elle vient de recevoir ce boost de confiance qui est génial. On se dit que ça y est, la journée est sauvée. Mais le prochain tournant arrive dans un endroit totalement inattendu. La salle de pause. La salle de pause. À 14 h, au milieu du bruit de la machine à café, des tables en formica, c'est là qu'elle rencontre Marc. 15 ans, qui lui lit un livre sur les grands projets de Paris. Pour son propre exposé sur l'Arc de Triomphe, oui. Et ce n'est pas un hasard si ça se passe là. La salle de classe, c'est un environnement structuré. La salle de pause, c'est un espace neutre, informel. C'est le lieu de la spontanéité. Absolument. La conversation s'engage, Léa lui parle de ses galères avec Victor Hugo. Et Marc, au lieu de juste, compatir, De dire « oh là là, ma pauvre ». voilà, c'est ça. Il lui propose de partager son thé et surtout, il lui donne une astuce de sa sœur qui est étudiante. Il lui dit «
Ma sœur m'a dit que parler de ses études aide à retenir les idées. Mais c'est tellement puissant. C'est d'une simplicité, mais c'est brillant. On pense souvent que la pause, c'est pour arrêter de travailler. Lui, il la transforme en une autre façon de travailler. C'est exactement ça. C'est le moment où Léa passe d'un apprentissage solitaire, qui est fragile, anxiogène, à un apprentissage qui devient social. L'idée de la sœur de Marc, c'est une véritable pépite de sagesse. Oui. Le fait de devoir verbaliser sa pensée, de l'expliquer à quelqu'un d'autre, ça nous force à la clarifier pour nous-mêmes. C'est le meilleur moyen de vérifier si on a vraiment compris un truc. C'est clair. La pause n'est plus une interruption, elle devient une partie active du processus. Marc vient de lui donner une clé sans même vraiment s'en rendre compte. Ok, donc les choses se mettent en place, elle a repris confiance, elle a un allié potentiel, une nouvelle méthode. On se dit, ça y est, elle est sur la bonne voie. Et là, 14h15, retour en classe, et c'est le drame. Elle ouvre son ordinateur portable rose, et son fichier de notes est corrompu. ah Tout a disparu. Son cri « Oh non !» on le ressent presque physiquement, c'est la panique absolue qu'on a tous vécue. C'est le test de résilience ultime. Ce n'est pas qu'un simple problème technique, un bug. Pour elle, à ce moment précis, c'est l'effondrement de tout ce fragile édifice de confiance qu'elle venait de construire. Oui, tout s'écroule. C'est le genre d'obstacle qui peut soit vous décourager complètement, soit vous forcer à réinventer votre stratégie. C'est un moment charnière. Soit elle s'effondre, soit elle se surpasse. Et c'est là que le rôle de Marc devient absolument incroyable. Il ne se contente pas de dire un vague « t'inquiète pas ». Non. Il passe tout de suite à l'action. Il lui dit « ne panique pas, on peut collaborer, j'ai des livres sur Hugo dans mon sac, tu peux utiliser mes notes et on redémarre ensemble ». Et ce n'est pas tout. Non. Il sort son propre exemplaire de Notre-Dame de Paris et il est déjà plein d'annotations au crayon jaune. Ce qu'il fait est fondamental. C'est toute la différence entre la sympathie passive qui consiste à dire « oh, c'est dommage pour toi Et ce qu'il fait ?» et la collaboration véritable, active. Il ne lui offre pas du réconfort, il lui offre des outils, des ressources concrètes. Et son temps? Son livre à noter, c'est de l'or. Ah oui. C'est bien plus précieux que les notes numériques qu'elle a perdues, parce qu'il y a déjà une couche d'analyse, une réflexion. C'est un partage de capital intellectuel, en fait. C'est une super image. Il ne lui donne pas seulement une canne à pêche, il lui prête sa meilleure canne et il lui montre où sont les poissons. C'est exactement ça. C'est un gain de temps phénoménal. Et le texte nous montre concrètement comment ça marche. Léa écrit une phrase et elle demande à Marc si l'adjectif emblématique est correct. Et la réponse de Marc est parfaite. Il ne dit pas juste « oui ». Il valide et ensuite il explique. « Oui », ça veut dire « représentatif ». Voilà. Cette micro-interaction, elle est d'une richesse folle. Il y a tout dedans. La validation par un pair, qui renforce la confiance, l'enrichissement du vocabulaire, Oui, elle apprend en même et temps. surtout, il y a une co-construction du sens. Ils ne font pas que compiler des informations sur Hugo. Ils construisent ensemble une analyse. Léa gagne en confiance à chaque seconde de cet échange. Et ce qui est fou, c'est l'efficacité de cette méthode. À 16 heures, l'après-midi se termine. Et non seulement le paragraphe est fini, il est relu. Mais en plus, Léa a appris une leçon technique au passage. Elle sauvegarde son nouveau travail dans le cloud. La leçon était retenue. La boucle est bouclée quand Madame Dubois revient les voir. Elle les félicite et elle donne à chacun ce qui lui revient. Marc, tu es un excellent collègue. Et toi, Léa, ton travail est productif. C'est une reconnaissance double. Et si on fait le bilan de cet après-midi? Le produit final, le texte, est important bien sûr, mais les gains invisibles sont bien plus significatifs. Ah oui, largement. Léa a acquis une méthode de travail collaborative. Elle a développé une stratégie de gestion de crise. Elle s'est fait un nouvel ami, ce qui est crucial pour son intégration. Et la validation de la prof? Et la validation de la prof qui renforce tout le reste. C'est une victoire sur absolument tous les tableaux. La fin de l'histoire montre bien qu'elle a compris tout ça. En rentrant chez elle, elle raconte sa journée à sa mère, à sa sœur, puis à son père. Et elle arrive à synthétiser elle-même ce qu'elle a appris. Oui, dans cette phrase que je trouve géniale. Étudier, collaborer, résoudre un problème. C'est comme un mini-emploi, mais en mieux. Cette phrase, c'est la preuve qu'elle a complètement intégré l'expérience. Elle ne la voit plus comme une série d'événements subis, mais comme un processus actif dont elle était l'actrice principale. Elle a repris le contrôle. Elle a transformé une situation stressante en un ensemble de compétences transférables. C'est l'étape ultime de l'apprentissage. Non seulement savoir faire, mais comprendre comment on a appris à faire.
Elle a conceptualisé son propre succès. Donc pour résumer, le parcours de Léa en un après-midi est assez spectaculaire. On part de l'anxiété causée par un stylo manquant De l'anxiété totale, oui. pour arriver à la fierté d'un projet achevé. Grâce à l'entraide, cet après-midi n'a pas seulement été productif en termes de travail scolaire, Non, c'est bien plus que ça. il a été transformateur sur le plan personnel. Absolument. Et si on élargit un peu, l'histoire de Léa, c'est un excellent rappel que les obstacles ne sont souvent que des détours qui nous mènent à des solutions plus créatives Et à des connexions humaines. et à des connexions humaines inattendues. Dans tout processus d'apprentissage, la collaboration, ce n'est pas un plan B, ce n'est pas juste une roue de secours qu'on active quand tout va mal. Ça devrait être le plan A. Ça devrait être une stratégie puissante dès le départ. L'histoire se termine sur une note d'ouverture. Après avoir résolu son propre problème, Léa a maintenant envie d'écouter le projet de Marc sur l'Arc de Triomphe. Sa curiosité est piquée. Exactement. La véritable réussite d'un apprentissage, ce n'est peut-être pas de trouver une réponse, mais de développer une curiosité sincère pour la prochaine question. Ce qui amène à se demander, quelle collaboration inattendue dans nos propres vies pourrait nous ouvrir à un domaine d'intérêt dont on ne soupçonnait même pas l'existence? Bonjour, on s'est tous déjà retrouvés un peu sans savoir quoi dire quand on nous demande « Alors, ton après-midi ?» Eh bien, aujourd'hui, on va justement voir tout le vocabulaire nécessaire pour raconter sa journée de travail ou d'études en français, mais avec confiance et avec style. Voilà la question. Elle a l'air toute simple, mais y répondre de manière un peu intéressante, c'est un vrai défi, non? Alors, fini les réponses un peu plates comme « bien » et « toi ». L'objectif, c'est d'apprendre à vraiment raconter une petite histoire. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va explorer ensemble les mots, les expressions, bref, tout ce qu'il faut pour construire une réponse qui a du corps, une réponse authentique qui nous ressemble. Allez, c'est parti. Ok, première étape, les personnes et les lieux. Avant de se jeter dans le vif du sujet, il faut poser les bases, un peu comme au théâtre. On va planter le décor. Qui sont les acteurs de notre après-midi et où est-ce que ça se passe? C'est essentiel pour que l'histoire tienne la route. On commence avec un personnage incontournable au bureau, le collègue. Ce qui est super avec ce mot, c'est qu'il marche pour un homme comme pour une femme. Un collègue, une collègue. Facile. C'est la personne avec qui on galère sur un dossier, mais aussi avec qui on partage la pause café. Et si on est plutôt du côté des études, l'acteur principal, c'est bien sûr le professeur. Petit point intéressant d'ailleurs, traditionnellement le mot était toujours masculin. Mais aujourd'hui, dire une professeure, c'est devenu super courant et tout à fait correct. Bref, c'est la personne qui mène la danse. Passons au lieu. Le mot bureau. Il est un peu un caméléon, c'est ça qui est cool. Ça peut être la pièce entière, comme quand on dit « je suis au bureau », mais ça peut aussi être juste le meuble, la table sur laquelle on pose l'ordinateur. Dans tous les cas, c'est le cœur de l'action. Et pour les études, le lieu de prédilection de l'après-midi, c'est évidemment la salle de classe. C'est là que tout se passe, les cours, les discussions, les projets qui commencent à prendre vie. Bon, ça y est, on a nos personnages, on a nos lieux, le décor est planté. Deuxième partie, les actions et les outils. Maintenant que la scène est prête, on passe à l'action. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pendant ces après-midi et avec quoi on le fait? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Imaginons une tâche classique du début à la fin. D'abord, souvent, on va collaborer sur un projet pour échanger des idées. Ensuite, on doit rédiger un rapport pour mettre tout ça noir sur blanc. Une fois que c'est écrit, hop, on passe à l'analyse des informations, une étape super importante. Et à la toute fin, on peut avoir besoin d'imprimer le document, le geste final. Pour faire tout ça, il faut du matériel, évidemment. L'ordinateur, c'est un peu le roi de la productivité. Le dossier ou le fichier, qu'il soit en carton ou sur l'ordi, c'est là qu'on organise tout. Pour les études, le livre reste un classique. Et puis, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un bon vieux carnet et d'un stylo, parfait pour noter une idée à la volée. Mais attention! Au milieu de tout ce travail, il y a un mot magique à ne jamais oublier, la pause. Oui, la fameuse pause café, c'est le moment de souffler, de recharger les batteries. Sérieusement, cette petite interruption, ça change tout pour la concentration et le moral. C'est essentiel. Troisième partie, les projets et les problèmes. Ok, on a vu les personnages, les lieux, les actions. Maintenant, on monte d'un niveau. On va parler des concepts un peu plus abstraits, les projets, les défis et surtout les émotions qui vont avec. Alors, le mot « projet », c'est ce qui rassemble toutes nos petites actions. C'est le grand objectif qui donne un sens à tout ce qu'on fait. Que ce soit un projet marketing au boulot ou un projet de recherche pour les études, l'idée est la même. On a une mission, un but clair à atteindre. Et bien sûr, qui dit projet dit forcément deadline. Ce mot est super intéressant parce que c'est un mot anglais qui a été complètement adopté en français, surtout dans le monde du travail. On entendra beaucoup plus la deadline que la date limite. C'est ce mot qui met la pression et qui donne le tempo en fait.
Au final, un après-midi peut avoir 12 ambiances très différentes. D'un côté, on a l'après-midi de rêve, l'après-midi productif. Là, on a atteint nos objectifs, les tâches sont terminées, le tout dans une ambiance calme, le top. Et puis, il y a l'autre version, l'après-midi stressant. La deadline qui approche, un problème difficile qui bloque tout, une mission urgente, bref, la course. Maîtriser ce vocabulaire, c'est ça qui va permettre de vraiment communiquer ce qu'on a ressenti. Allez, dernière étape, à nous de jouer. On a collecté tous les ingrédients, les personnages, les lieux, les actions, les émotions. On a toutes les briques en main. Il est temps de tout assembler pour enfin créer une super réponse à notre question du début. Et voilà un exemple de réponse qui claque. Décortiquons-la. Productif, ça pose direct l'ambiance. J'ai résolu un problème difficile, ça montre le défi et la réussite. Sur un projet urgent, ça ajoute le contexte de pression. Et avec mon collègue, ça inclut l'aspect collaboratif. En une seule phrase, on a une histoire super complète, bien plus parlante que juste « ça a été ». Alors voilà, le défi est lancé. La prochaine fois qu'on vous posera cette fameuse question, vous aurez maintenant toute la boîte à outils pour raconter quelque chose de vraiment intéressant. N'oubliez pas, c'est en pratiquant que ça deviendra un réflexe. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit guide et à très bientôt. Bonjour à tous. On cherche souvent la méthode miracle pour apprendre une langue. Et si la clé, c'était tout simplement une histoire ? Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce pouvoir un peu magique des récits. Oui, la question se pose. Parce que, soyons honnêtes, quand on pense apprendre une langue, on imagine tout de suite des listes de vocabulaire à non plus finir, des règles de grammaire super compliquées, bref, pas très fun. Mais, et si on passait à côté de l'essentiel ? Et si la vraie clé, elle était cachée là, sous nos yeux, dans une simple histoire ? Alors, pour bien comprendre, on va suivre le parcours de quelqu'un. Voici Léa, elle a 14 ans, elle débarque à Paris et paf, elle se retrouve direct face à son premier gros projet scolaire. On va la suivre pendant un après-midi qui s'annonce à la fois productif et, on ne va pas se mentir, un peu stressant. Voilà, on y est. Toute bonne histoire est un point de départ, un appel à l'aventure si on veut. Pour Léa, cet appel, c'est un projet de littérature française. C'est ça le défi qui va la forcer à sortir un peu de sa coquille. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que toute son aventure, elle va se dérouler en à peine quelques heures. Ça commence comme un après-midi normal, et ça va devenir une mini-épopée avec ses moments de galère et ses réussites. On passe de la pression du début de cours à la résolution finale, le tout en un après-midi. Alors, la mission, si elle l'accepte, analyser l'œuvre de Victor Hugo. Rien que ça, la date limite, c'est vendredi. Léa, elle est devant ses notes, tout est confus, et là, forcément, la pression commence à monter. Le temps presse, et la montagne de travail semble juste énorme. Mais voilà, une petite victoire. Elle arrive à se concentrer sur un thème bien précis et sapé. Sa prof la remarque et l'encourage. Et hop, ce petit encouragement, ça change tout. D'un coup, le projet fait beaucoup moins peur. La quête semble possible. On passe à la suite de notre histoire. Et comme dans toute bonne quête, l'héroïne fait face à des épreuves, mais elle rencontre aussi des alliés. Pour Léa, ça va se passer à un moment complètement banal. La pause café. Imaginez la scène. Le bruit de la machine à café, l'agitation de la salle de pause, et c'est là qu'elle engage la conversation avec Marc. Il a 15 ans, il est en train de bosser sur son propre projet, un truc sur l'Arc de Triomphe. Et cette rencontre, elle est super importante. Marc, lui, partage son thé, et il lui dit cette phrase toute simple, mais qui va tout changer. C'est l'idée que la pause, ce n'est pas juste pour se reposer, c'est aussi pour échanger, pour s'entraider. Et voilà, un allié est trouvé, ça y est. Bon, on arrive au moment fatidique de toute histoire, l'épreuve. Le moment où tout semble perdu. Pour Léa, cette catastrophe arrive juste après la pause, au moment où elle se sentait le mieux. Alors voilà, elle est regonflée à bloc, elle retourne à son bureau, elle ouvre son ordinateur portable rose, elle cherche son fichier, celui avec toutes ses notes si précieuses, elle clique dessus et là, le drame. Le fichier est corrompu. Son travail a tout simplement disparu. C'est ce moment de panique absolue. Je pense qu'on a tous connu ça un jour. Ce sentiment que tout s'écroule. Et là, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un petit bug. L'enjeu est énorme. La deadline, c'est vendredi, et sa partie, elle doit la finir cet après-midi. Perdre ses notes maintenant, c'est une catastrophe monumentale. Mais cette crise, c'est aussi un tournant. Et c'est ça qui va mener directement à la leçon la plus importante de cette histoire, la solution. Et qui arrive à la rescousse ? Son nouvel allié, Marc. Il ne se contente pas de lui dire « Oh, c'est dommage ». Non, il arrive avec un vrai plan. Un plan qui tourne autour d'un mot français très puissant. Faisons une petite pause sur ce mot, collaborer. Bien sûr, on connaît la définition du dictionnaire, mais ici, dans notre histoire, c'est beaucoup plus que ça. C'est le thème central, c'est littéralement la clé qui va débloquer toute la situation. Et regardez la transformation que ça entraîne chez Léa. C'est le jour et la nuit. Marc lui partage ses livres à noter.
Il l'aide avec les mots compliqués comme emblématique. Et ensemble, ils reconstruisent son projet. L'anxiété du début? Envolée, remplacée par de la confiance, de la productivité. Et voilà, à 16h, le projet est bouclé, mission accomplie. Et ce qui est génial, c'est que la remarque finale de la prof, ce n'est pas juste sur le paragraphe qu'elle a écrit, c'est sur sa résilience, sur sa capacité à résoudre un problème. Et ça, c'est une leçon qui vaut tout l'or du monde. Bon, l'histoire de Léa se termine bien, elle a fini son projet. Mais la vraie récompense, le fameux élixir qu'elle ramène de son aventure, c'est la leçon pour nous. Pourquoi est-ce que cette petite histoire est un outil d'apprentissage aussi puissant? En fait, tout repose sur 4 piliers fondamentaux. D'abord, le vocabulaire. On n'apprend pas à collaborer dans une liste, on le voit en action. Ensuite, la grammaire. On la voit vivre dans de vraies conversations. Troisièmement, l'arc narratif nous aide à mémoriser le langage lié à la résolution du problème. Et enfin, on a l'immersion culturelle, avec tous ces petits détails. C'est bien plus complet qu'une simple leçon. Et au final, la mère de Léa résume tout ça parfaitement. Le parcours de sa fille, ce n'était pas juste une histoire de vocabulaire. C'était une leçon de vie. Appliquer la langue pour surmonter un vrai défi du quotidien. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. L'histoire de Léa nous montre qu'une langue, ce n'est pas un truc qu'on étudie dans un livre. Non, c'est un outil qu'on utilise pour vivre, pour naviguer dans notre propre histoire. Alors la vraie question, c'est celle-là. Comment est-ce qu'on peut transformer nos propres petits défis de tous les jours en histoire pour apprendre ?